Je vous propose qu'on démarre. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. On va passer un petit peu de temps ensemble pour parler du certificat management des risques de non-conformité en assurance. Donc, c'est une formation qui est proposée par l'Institut du risque management. On est sur le point de terminer la première promotion. Donc, on a déjà un retour positif et intéressant sur cette première année. L'examen de fin d'année est prévu en décembre et on l'a juste décalé de quelques semaines à cause des circonstances. Donc, on termine cette première promotion et la deuxième promotion donc est ouverte à l'inscription. Et c'est le but un petit peu de cette séance, de vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on propose dans ce certificat de management des risques de non-conformité. Donc, ce que je vais faire, je vais détailler. Alors, pour mémoire, excusez-moi. Donc, c'est un programme qui s'adresse. Vous l'avez sur le slide. Je pense que vous avez accès à la présentation. C'est un programme qui s'adresse à des professionnels qui connaissent un peu moins bien la conformité. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois logés dans les fonctions conformité, mais comme ils peuvent aussi avoir travaillé dans d'autres fonctions de l'entreprise et rejoindre la fonction conformité. Donc c'est un certificat qui est évidemment 100% secteur assurance. C'est d'ailleurs ce qui en fait une de ses forces, puisque sur le marché, il n'y a pas vraiment de formation de ce type dédiée au secteur de l'assurance. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'Institut des actuaires, l'Institut du risque management de créer cette formation. C'était vraiment c'est un peu le slogan en disant par des assureurs, pour des assureurs. Donc ça, c'est une garantie pour voilà, d'avoir quand même des cours et des interventions du secteur de l'assurance. Donc je vais vous dire un mot des programmes et des intervenants, puis après on pourra dire quelques mots des modalités d'inscription. Donc Olivier, si tu veux qu'on aille sur le slide suivant. Donc ce programme en fait dure 12 jours. Donc on en a éprouvé la formule lors de la première promotion. Je pense qu'avec l'IRM, on va tirer quelques enseignements, mais globalement, il y aura peu de modifications. Il y aura peut-être des ajustements entre un ou deux cours, mais je pense que le programme, dès le démarrage, avait été quand même bien conçu. Mais évidemment, on va utiliser le retour d'expérience de cette première année pour encore l'améliorer. Donc, c'est 12 jours divisés en 4 blocs. Un bloc sur la réglementation et le modèle organisationnel, un bloc sur les missions de la fonction conformité et un bloc sur les domaines d'intervention de la conformité. Finalement, vous savez, le périmètre est assez large. Et un dernier bloc sur les nouvelles technologies. Donc, je vais détailler un petit peu ces 4 blocs. Et une des forces de ce programme, c'est la qualité des intervenants. Donc, il y a, vous l'avez sous les blocs. Là, vous les voyez à l'écran. Vous avez les compliance officers de plusieurs assureurs. Donc, dans les intervenants, on a le compliance officer de la MAIF. On a 2 personnes de la CPR. C'est quand même intéressant. Souvent, je dis en plaisantant, mais il faut bien comprendre comment le contrôle s'exerce pour être capable de se défendre et de répondre aux attentes de la CPR. Le responsable contrôle interne et risque opérationnel de CNP Assurance, le compliance officer d'Alliance, 3 intervenants de la FFA, puisqu'on a à la fois des personnes de la commission nouvelles technologies, mais également des personnes de la commission protection de la clientèle, avec le volet DDA-IDD. D'ailleurs, on pourra ajouter dans le programme, puisqu'il nous a rejoint en cours d'année, Covea, donc la compliance officer de Covea, le compliance officer d'AG2R La Mondiale, le compliance officer de LBP Assurance, l'AFA, donc une journée entière sur les 12 jours est consacrée à la lutte anticorruption avec une intervention directement de l'AFA. Donc on ne peut pas vraiment faire mieux. AXA, alors AXA, pas le compliance officer, mais une personne qui est en charge de tous les programmes, enfin qui est logée, si vous voulez, côté IT, et qui est en charge de tout ce qui est du volet réglementaire. Lui, il intervient dans le bloc 4 sur la partie nouvelles technologies. Et puis, on a aussi un cabinet d'avocats, CBLA, qui travaille sur la partie protection des données.
et un autre cabinet, Quinten, qui lui est plus axé sur l'analytics, donc dans l'illustration du bloc 4, notamment appliqué à la fraude. Donc je dirais que c'est là-dessus surtout que je souhaite insister. Donc ce programme, il est différent parce qu'il a été conçu par des assureurs, et deuxièmement parce qu'il a un panel d'intervenants qui rassemble énormément de compliance officers, plus les associations professionnelles, plus l'autorité de supervision, que ce soit côté LCB protection de la clientèle, ou que ce soit côté GDPR même, ou que ce soit côté lutte anticorruption. Donc le programme, on l'a construit, comme je vous le disais, autour de 4 blocs. Donc de fait, il y a un premier bloc qui vise à rappeler la réglementation, c'est important, hein, le contexte, le cadre. Commence à rentrer dans le modèle organisationnel. C'est vrai que c'est un sujet à la conformité. Bien comprendre les rôles, les missions. D'ailleurs, il y a eu quelques rappels à l'ordre de la CPR. Donc le rôle, les missions, le rattachement, les fonctions clés. L'articulation avec les autres fonctions clés dans la gouvernance, comment la conformité travaille aussi avec le juridique, le contrôle interne, les risques, et comme je le disais, les autres fonctions clés. Et puis aussi dans cette première partie, bien comprendre les missions et les contrôles de la CPR. Ça, c'est vrai que si on ne comprend pas exactement ce qu'attend de nous la CPR et qu'est-ce qui est contrôlé sur place, on sera toujours un petit peu en difficulté. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de dégager en interne un petit peu de temps pour anticiper, se préparer à ce type de contrôle. Sur le bloc 2, là on rentre vraiment dans les missions de la conformité, de la fonction conformité. Donc il y a un volet, bon, vous me connaissez je pense, mais un volet assez important dans cette formation sur les risques, hein, l'approche par les risques. Toujours un peu la même chose dans ces sujets-là. Donc la notion de cartographie des risques, hein, parce que c'est un peu le point de départ, c'est-à-dire où sont les risques. C'est le point, c'est même le préalable avant de voir comment est-ce qu'ils sont maîtrisés. Et puisque je parlais de la CPR, c'est aussi une logique de la CPR, hein, c'est de dire la CPR va d'abord, si on n'est pas capable de démontrer tout de suite à la CPR où sont les risques, pas forcément intéressant qu'ils passent beaucoup de temps à regarder comment on les maîtrise. Donc la cartographie des risques est vraiment une des pièces maîtresses d'un dispositif de lutte contre la conformité, parce qu'elle permet de localiser les risques, parce qu'elle permet de les coter, parce qu'elle permet d'évaluer les dispositifs de maîtrise des risques, et parce qu'elle permet de faire apparaître des risques nets. Et c'est d'autant plus important que l'appétence au risque, c'est un sujet de direction générale, et donc c'est cette cartographie le résultat de cette cartographie qui va nous permettre d'aller voir cette direction générale et d'aller rechercher leur appétence au risque et de les obliger à la formaliser en nous disant voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas. Et du coup, je ressors avec ma feuille de route. Et là, je suis quelque part un peu inattaquable parce que ce sont les travaux que je mène. On voit que ça a été toujours décidé grâce à un travail préalable de cartographie des risques et surtout grâce à un moment donné une intervention du board selon son appétence au risque. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Formaliser le cadre normatif, donc ça c'était toujours dans les missions de la fonction. Donc là, moi j'apporterai, donc je ne me suis pas présenté au début, j'ai supposé que vous connaissez, mais c'est pas forcément le cas effectivement. Donc moi je suis associé chez Deloitte et je suis en charge de la ligne de service compliance conformité. Donc j'ai des équipes et je mène des interventions chez de nombreux assureurs, groupes de protection sociale et mutuelles sur la compliance, la conformité, que ce soit sur le volet sécurité financière, fraude, blanchiment, lutte anticorruption, sanctions internationales, ou que ce soit sur le volet protection de la clientèle principalement. Et puis, j'ai aussi des équipes sur contrôle interne et risque opérationnel, qui permet de faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur cartographie, autres fonctions clés, et le dispositif de contrôle interne. Puisque cette fonction conformité, vous le savez, elle s'inscrit dans le pilier 2 de solvabilité 2. Donc dans les missions de la fonction, évidemment, il y a la formalisation du cadre normatif, procédure, politique, plan de contrôle. Il y a la filière conformité, donc ça c'est aussi un domaine sur lequel on a souhaité donner beaucoup de poids. Donc il y a même un cas pratique assez intéressant, beaucoup de poids dans la présentation, dans la formation, pardon, puisque ça apparaît aussi là comme un facteur clé de succès, hein, puisque la difficulté pour la fonction conformité, on va dire, c'est peut-être moins de produire des normes que de s'assurer qu'elles sont déclinées
et appliquée et bien comprise donc dans les lignes métiers. Et pour réussir à faire ça, cette fonction conformité, elle n'a pas d'autre option que de travailler très étroitement avec les lignes métiers. Et souvent, ce maillage-là, c'est ça ce qu'on appelle la filière. C'est ces relais, ces correspondants, ces référents, ça a plusieurs noms qui existent au sein des lignes métiers et qui vont permettre à la filière de pouvoir être efficace et non pas simplement formaliser une nouvelle procédure, mais vraiment aller au bout en disant est-ce que j'ai modifié la façon dont les gens travaillent sur le terrain. C'est toujours un sujet compliqué, avec même au niveau de la CPR, hein, il y a des positions un petit peu différentes, mais bon, c'est souvent des personnes, ces référents qui sont logés au sein des métiers, ça paraît incontournable, et ensuite il y a un lien qui est hiérarchique ou fonctionnel avec la fonction conformité. Donc là, il y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux quand il y a un lien fonctionnel, parce que je trouve que c'est plus important que la personne soit rattachée hiérarchiquement au directeur de la ligne métier. Mais il y a plusieurs écoles, plusieurs dispositifs qui ont pu faire leurs preuves. Donc ça, c'est la filière dans les missions de la conformité. Il y a aussi une mission, donc on a vu la carto, le cadre normatif, la création et le déploiement de la filière avec le maillage, la diffusion de la culture conformité. Ça aussi, c'est peut-être un point de départ, hein, de dire déjà si je me promène dans l'entreprise, je prends quelques personnes comme ça au hasard, je leur demande qu'est-ce que c'est que la conformité, s'ils ont du mal à répondre, c'est vrai que ça va quand même être assez difficile de bâtir quelque chose de sérieux. Et puis dans les missions, il y a aussi le tableau de bord et le reporting. Alors à la fois pour moi, pour piloter, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir comment les risques évoluent. J'ai besoin de vérifier que les contrôles sont appliqués. J'ai besoin d'accéder aux résultats des contrôles. J'exagère un peu, mais quasiment en temps réel pour ajuster mon dispositif. Mais je dois aussi rendre des comptes, notamment au board. C'est une des missions de la fonction conformité. Donc, je dois être capable de leur dire, ben voilà, en termes de risque de non-conformité, voilà où on en est, voilà où on a progressé, voilà où on est à risque, en parallèle avec la cartographie des risques. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant. C'est les missions de la fonction conformité. Ensuite, on arrive au troisième bloc. Alors, le troisième bloc, il est, je voulais dire, il rentre dans le vif du sujet, mais c'est pas ça, parce qu'évidemment, les deux premiers blocs sont aussi dans le vif du sujet. Mais disons que là, on souhaite entrer dans les thématiques qui composent la conformité. Donc, on a vu la gouvernance, la réglementation, l'organisation, les missions. Et puis là, on fait des zooms sur certains sujets. Hein, si on dit quel est le périmètre de la fonction conformité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je me suis présenté sur la partie sécurité financière et la partie protection de la clientèle et protection des données, éthique, déontologie. Donc là, on rentre dans ce bloc 3 avec je dirais, des sessions assez poussées qui permettent de ressortir avec quelque chose qui est beaucoup plus qu'un vernis, donc avec des bonnes pratiques, une bonne compréhension, des bons réflexes. Donc on le fait. Alors évidemment, on n'a pas pu tout couvrir. Je pense par exemple à la conformité fiscale n'est pas dedans, mais on fait on passe plusieurs heures, même plus une journée entière sur la partie lutte contre le blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, qui reste de toute façon un des gros morceaux de la fonction conformité. On passe également du temps avec LCBFT, ça va inclure aussi le volet sanctions internationales, hein, donc ceux qui connaissent bien la partie FAC. Donc là, ça permet de rentrer dans la construction d'un dispositif, dans l'analyse des sanctions. Moi, je suis aussi animateur sur certains cours dans cette formation. Celui-là, c'est un que je fais d'ailleurs. Et il y a un cas notamment d'analyse des sanctions sur LCBFT. Alors, encore une fois, quand je parlais de l'assurance, hein, ici, ce qui est intéressant, c'est que on fait les acteurs de la vie, les acteurs de la non-vie. Assurance de personnes, assurance de biens. Et ça, c'est très important puisque vous l'avez vu, dans la partie assurance de biens, il y a aussi maintenant, depuis la quatrième directive, hein, des obligations importantes qui pèsent sur ce qu'on pourrait appeler la non-vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans le dernier rapport le rapport d'activité de Tracfin, ils disent que cette année, pour la première fois, le nombre de déclarations de soupçons issues de la non-vie est à égalité du nombre de déclarations de soupçons issues de la vie. Alors, on sait qu'ils ne déclarent pas la même chose. La non-vie, ça va être surtout déclarer des fraudes.
Mais bon, il y a des sujets. Puis, il y a de l'actualité. Hein. De toute façon, le blanchiment, on voit qu'on s'en sort jamais vraiment. Et puis, il y a des nouvelles typologies. Il faut être capable de prendre en compte la fraude fiscale, hein, qui existe aussi en non-vie, vie, non-vie, l'abus de faiblesse. Donc là, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, une partie dédiée à la lutte contre le blanchiment. Le deuxième gros morceau de cette fonction conformité, c'est clairement la protection de la clientèle. Donc on a eu une grosse actu avec DDA, devoir de conseil, ce que l'on appelle conduite risque ou risque de conduite. Donc effectivement, c'est DDA qui couvre déjà pas mal de choses, avec notamment la partie à laquelle on attache pas mal d'importance, la surveillance et gouvernance des produits. Hein, donc comment les produits sont conçus, qui participe à leur conception, qui participe à la formalisation des contrats et autres documents qui accompagnent le produit, qui participe et comment à la définition de ce qu'on appelle le marché cible, à l'identification préalable des personnes auprès desquelles on va pousser ces produits. Voilà, et puis après les actes de vente en eux-mêmes. Donc ça, c'est un morceau qui est intéressant. Et là, on avait souhaité vraiment bénéficier du travail assez fait par la FFA à travers la commission protection de la clientèle, nouveaux produits, où ils identifient parmi leurs adhérents un grand nombre de bonnes pratiques. Et eux-mêmes, ils ont des messages et des convictions qui poussent. Donc ça, ça permet aussi d'aller assez en profondeur sur ce volet protection de la clientèle. Donc ça, c'est comme LCBFT, c'est vraiment un gros morceau du bloc 3. On s'arrête pas là, puisque aussi, donc vous l'avez compris, hein, ce bloc 3 prend pas mal de place dans la formation, puisqu'on a une journée entière sur la lutte anticorruption, Sapin 2, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, avec l'intervention d'une personne de l'AFA. On fait aussi une journée sur la protection des données, alors GDPR, AIRAS, et puis une demi-journée sur éthique et déontologie. Alors éthique et déontologie, vous allez me dire, c'est un peu à cheval. Je serais d'accord si vous faisiez cette remarque, puisque effectivement, dans conduct risque, il y a un gros morceau qui repose justement là-dessus, éthique et déontologie. Il y a aussi d'autres questions qui sont abordées, ça s'est fait par le compliance officer d'AG2R La Mondiale, d'autres questions qui sont aussi abordées sur l'intelligence artificielle, donc là, qui peut soulever aussi des questions d'éthique et d'ontologie. Et le dernier volet du bloc 3, la partie sur la fraude externe, ça on l'a fait pour justement aussi, au-delà du fait que c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais vous verrez, il est présenté alors à la fois en tant que tel, lutte contre la fraude externe, parce que le volet fraude interne, il est plus abordé dans éthique et déontologie, il est donc lutte contre la fraude externe abordé en tant que tel, mais également, je dirais, en lien avec la partie lutte anti-blanchiment. C'est d'ailleurs ce à quoi poussent quand même les autorités aujourd'hui, des rapprochements de plus en plus forts entre la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment, même dans certains cas cyber, cybercriminalité. Donc voilà, une organisation, c'est vrai que ça fait sens. Alors, il n'est pas écrit pour fusionner tout le monde, mais bon, les synergies, les points communs, les finalités sont mises en évidence. Et c'est vrai que bon, c'est souvent un peu les mêmes outils. La fraude, c'est quand même, ça génère parfois un revenu qui lui-même va être candidat ensuite à des techniques de blanchiment. Voilà, donc je dirais un bloc 3 qui vous permet, donc au-delà de la fonction en elle-même, de la réglementation et des facteurs clés de succès qui l'entourent, sur les blocs 1 et 2, qui va vous permettre de rentrer dans chacun des thèmes, avec à chaque fois des intervenants différents et des spécialistes de ces sujets-là. Donc je sais que cette année, c'est des parties qui ont été notamment très appréciées. Et puis, un dernier bloc, là aussi, on avait cherché à vraiment être au plus près, enfin vraiment à l'écoute des collaborateurs du secteur de l'assurance et d'essayer de vraiment aller au fond des sujets. Donc, au-delà de faire une formation par les assureurs pour les assureurs, on avait aussi compris le poids des nouvelles technologies aujourd'hui dans le secteur de l'assurance et y compris dans ce secteur de la conformité. Hein, puisque vous savez, on a d'ailleurs un nom qui nous est réservé, ce qu'on appelle ça RegTech, puisqu'on va avoir FinTech, donc toutes ces solutions dédiées, toutes ces solutions qui utilisent des nouvelles technologies dédiées en gros aux acteurs financiers, quelles que soient les différentes activités ou les différents processus concernés. Et puis on a cette partie RegTech, les RegTech,
regulatory et technologie, un RegTech, qui elles vont servir en fait la compliance, la conformité. Et là, il y a effectivement énormément d'initiatives qui capitalisent sur ces nouvelles technologies. Alors que ce soit, je pense par exemple à du machine learning, qui est extrêmement intéressant. Alors il y a beaucoup de domaines d'application, hein. C'est pour ça que c'est assez inédit dans un programme d'avoir un bloc entier dédié à ça, mais ça montre clairement que ce programme s'inscrit dans la durée, dans le futur, et essaie d'identifier rapidement ce qui est en train de transformer la fonction et de donner aux collaborateurs aussi des atouts et des niveaux de connaissances qui leur seront extrêmement utiles pour la suite. Donc je disais, je pensais par exemple à machine learning dans le cas de la lutte anti-blanchiment. C'est vrai que c'était un procédé qui va permettre de faire plusieurs choses, mais déjà au moins de scorer les alertes. Donc on est capable en fait d'enseigner à la machine quels sont les critères qui font qu'une alerte, à un moment donné, a des chances de devenir une déclaration de soupçon. Et au fur et à mesure des alertes qu'on reçoit et au fur et à mesure des traitements qu'on fait, on continue à enseigner tout ça à la machine. Et ce qui fait qu'à un moment donné, cette machine, elle est capable, finalement, quand les alertes sont générées, de les classer, de les scorer en termes de quelles sont les alertes, justement, qui sont la probabilité la plus forte de devenir des déclarations de soupçon. Et du coup, en interne pour l'assureur, ça veut dire voilà où je dois d'abord focaliser mon attention, voilà où je dois d'abord localiser mes efforts. Donc ça, c'est un exemple. Il y a la partie RPA, donc là pour Robotic Process Automation. Ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant puisque cette fonction conformité, elle a aussi des enjeux de coût, des enjeux de charge, et donc elle va chercher, non pas à tout faire par des robots, c'est pas l'objectif, mais elle va chercher en tout cas à identifier des tâches qui sont à moins forte valeur ajoutée, de façon à dégager du temps pour ses collaborateurs, afin que ces derniers puissent travailler sur ce qui est vraiment le plus important et ce qui nécessite le plus de valeur et le plus de compétences. Donc Robotic Process Automation, aussi dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, mais évidemment vous le savez pas seulement, ça va permettre d'automatiser certains processus et du coup de gagner du temps. Donc là, l'objectif n'est pas que je les descende tous. Ceci dit, ce qu'on peut ajouter peut-être en dernier, moi j'aime bien machine learning aussi sur le devoir de conseil avec des outils qui permettent à destination des call centers, mais pas seulement, qui permettent en fait d'enregistrer les conversations téléphoniques, quelque part de les surveiller, en tout cas peut-être mieux dit de les analyser afin d'identifier des manquements au devoir de conseil. Par exemple, est-ce que la personne a réclamé, on l'a pas écouté? Est-ce que notre argumentaire a quand même laissé la place à la personne pour s'exprimer? Est-ce qu'il y a eu des pics de colère, des choses comme ça? Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, et puis donc dans ce bloc 4, il y a des cas d'usage donc qui ont été retenus, qui seront développés. Il y en a un notamment sur la partie fraude. Et là, à la fois, on aura, comme on l'a souhaité sur ce programme, le point de vue de l'assureur, évidemment, du professionnel, qui racontera, et notamment celui chez AXA qui est un peu en charge de ces sujets-là, notamment en tout cas de leur mise en œuvre concrète, pour sélection et mise en œuvre concrète dans le modèle opérationnel de la compliance, mais aussi la FFA, encore une fois, avec la commission numérique, où là, on va avoir tout un tas d'inputs, y compris les retours sur des bonnes pratiques. Et puis, voilà, une start-up qui, elle, va justement parler de comment elle utilise les nouvelles technologies pour lutter contre la fraude. Donc, vous voyez, rapidement, donc je regarde là, pour l'instant, j'ai pas de questions. Donc, voilà, une formation en 12 jours, certifiante, qui repose sur 4 blocs. Alors, moi, effectivement, avec mes équipes, mais ça fait un petit moment qu'on est sur ces sujets-là, donc je pense que c'est un découpage qui permet quand même de couvrir l'ensemble. On l'a évidemment validé avec les intervenants, qui aussi ont pu apporter de la valeur et demander à ce que certaines choses soient ajustées. Et puis là, avec cette première promotion, qui va être diplômée dans un peu plus d'un mois, là, enfin début janvier, on a pu aussi tester tout ça et voir que ça répondait bien aux différentes attentes. Sachant qu'effectivement, le public est assez large, puisqu'on peut avoir des gens qui connaissent très bien la conformité, comme des gens qui connaissent moins, mais qui sont à la conformité, qui veulent progresser, ou encore comme des gens qui connaissent bien le secteur de l'assurance, qui ont réussi sur certains processus,
dans certaines directions et qui en fait rejoignent la conformité. Voilà, plus éventuellement des consultants, des auditeurs. Il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de personnes aujourd'hui qui demandent à être, avoir un savoir-faire et une connaissance sur la conformité. Donc ça, je dirais, voilà, c'est le gros du programme. Donc 4 blocs répartis sur 12 jours et puis des intervenants. Vous avez la liste. Donc il faudra qu'on ajoute Covea qui est intervenu cette année. A priori, tous les intervenants, on le suppose, ont dû avoir du plaisir à faire ce certificat puisque je comprends qu'ils vont être à nouveau en place l'année prochaine. Donc tant mieux parce que leur côté participant, leur intervention a été appréciée. Donc voilà le contenu du certificat conformité. Donc je regarde, mais là je n'ai pas de questions. Donc là, ce qu'il faut effectivement sur le, oui, alors avant de rentrer dans la partie logistique, non, mais tout à fait, Olivier, sur le slide là, voilà, avant de rentrer dans le volet un peu logistique, puisqu'effectivement à distance, présentiel, les coûts et tout ça. Donc comme c'est une formation certifiante, si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi essayer de bien poser qu'est-ce que vous allez en retirer en vous inscrivant là-dessus, à ce certificat. Donc, bon, maîtriser le modèle opérationnel et organisationnel de la conformité, c'est-à-dire comment elle est organisée en termes de gouvernance, sur qui elle s'appuie, comment elle reporte en tant que fonction clé, comment ça marche, et le modèle opérationnel. Notamment, le modèle opérationnel, ça va être la filière, mais pas seulement, la déclinaison des normes, donc la partie cadre normatif. Donc ça va permettre d'avoir une bonne vue en disant c'est quoi les modèles opérationnels cibles qui fonctionnent bien et c'est quoi les organisations qui fonctionnent bien. Et évidemment, dans les deux cas, qui répondent aux exigences de la CPR. Deuxièmement, forcément bien comprendre les missions de la conformité, donc ne pas confondre avec les thèmes. Les missions, on en a vu quelques-unes ensemble, la cartographie des risques, la diffusion de la culture conformité, le reporting, ça sont des missions qui doivent être bien ancrées. Et puis après, effectivement, comme je le disais, j'insistais dans le bloc 3, être capable d'être actif sur les thèmes qui composent la conformité, donc sur le périmètre de la conformité, que ce soit sur la lutte anti-blanchiment ou la protection de la clientèle ou la protection des données ou la fraude externe ou l'éthique et la déontologie. Donc ça, c'est le volet aussi qui est très opérationnel. Et puis, évidemment, s'appuyer, puisqu'il y a ce bloc 4, être capable de s'appuyer sur les nouvelles technologies. Et là, il y a énormément d'innovation. C'est là où aujourd'hui les choses se passent. Si vous êtes compliance officer, si vous cherchez à faire évoluer votre modèle opérationnel, à un moment donné, de fait, vous êtes obligé de proposer à votre hiérarchie une voie qui repose sur les nouvelles technologies. Alors, elle ne sera pas toujours retenue, mais voilà, parce qu'on sait que ça va être porteur à la fois d'innovation, mais surtout, ça va permettre, dans certains cas, d'aller vers plus d'efficacité, de permettre de gagner du temps, de résoudre des problèmes et de bénéficier d'atouts, d'outils qu'on n'avait pas toujours avant. Donc ça, la partie nouvelles technologies, c'est vraiment un bloc entier, donc ça permettra d'avoir un bon panel. C'est quoi ce qu'on appelle les use cases, les cas d'usage des nouvelles technologies dans la conformité, et d'avoir des illustrations concrètes pour être soi-même ensuite capable de pouvoir continuer à faire de la veille, apprécier des solutions externes ou développer des solutions en interne et effectivement contribuer à l'évolution du modèle opérationnel en s'appuyant sur ces nouvelles technologies. Évidemment, l'ensemble permettant de gérer les risques de non-conformité. Donc sur les volets logistiques, je vois si je n'ai pas de questions. Donc sur les volets logistiques, donc effectivement avec l'actualité, et ça a été déjà le cas pour nous au début de la promotion, les toutes premières sur la première promotion, les toutes premières sessions se sont faites à distance. Donc c'est un exercice avec lequel l'IRM est familier, indépendamment de ce sujet de Covid, qui a nécessité d'aller encore un peu plus loin. Voilà, il y a tout à fait un savoir-faire pour faire à distance. Évidemment, le mieux, c'est sur place, ce qu'on a fait. Donc, cette première promotion, finalement, ça a été un enseignement mixte à distance et sur place.
Donc nous-mêmes, on est bien rentré dans les outils à distance, donc qui permettent de faire beaucoup de choses, hein, y compris, ça n'enlève pas au dynamisme. Notamment, on a la capacité à créer des sous-groupes, à faire travailler des gens entre eux. Donc, on essaie d'exploiter au maximum ce que permettent des outils comme Teams, Zoom ou d'autres pour justement rendre ces sessions dynamiques, quand même avoir des cas, quand même créer des sous-groupes. Donc, ce n'est pas, je dirais, pénalisant. Donc, le but, c'est effectivement, pour être certifié, il n'y a pas d'autre option que de s'inscrire à la totalité des blocs, hein. Donc ça c'est normal, hein, puisque le certificat concerne voilà une connaissance sur l'ensemble. En revanche, il est aussi possible de s'inscrire par bloc. C'est les tarifs de la première promotion. Je pense que ça n'a pas bougé, sinon l'IRM l'aurait peut-être touché. Donc voilà, en gros, moi ce que je voulais vous dire, donc c'était c'est qu'on serait, évidemment, vous êtes l'IRM comme moi, hein. Moi, je participe effectivement à la conception pédagogique, je dirais, enfin, à au choix des intervenants et à la conception du programme. Et je suis également animateur. Donc, je suis à votre disposition comme IRM pour répondre à vos questions sur ce programme de formation. Donc, qui, encore une fois, vient de terminer sa première promotion et ouvre les inscriptions avec ce séminaire à la deuxième promotion. Donc, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit directement par téléphone. Et on serait ravis finalement, évidemment, de pouvoir vous compter dans cette promotion. Je crois qu'il va y avoir ensuite, dans cette deuxième promotion, pardon, il va y avoir ensuite côté IREM quelques actions sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être pouvoir retrouver une partie de cette présentation, différents supports. Voilà. Donc, je vous laisse la possibilité de poser quelques questions. Oui, alors effectivement, on me dit qu'il y a aussi le replay de cette séance sur la chaîne YouTube de l'IRM. Voilà. Donc, est-ce que les participants, vous êtes assez nombreux? J'espère quand même qu'on va avoir une ou deux questions. Oui, dans les promotions, idéalement, je crois que les promotions, alors sous réserve de ce que pourrait dire Alexandra Glemet, qui est en charge de ce programme aussi. Voilà, donc promotion, une quinzaine de personnes, parce qu'on essaie de maintenir quelque chose quand même de convivial et qui puisse permettre surtout les échanges entre les participants. Donc je dirais entre 12 et 15 personnes, c'est l'idéal, mais pas plus. Donc là, évidemment, il y a encore des places pour cette deuxième promotion. Alors, qu'est-ce que le tarif privilège? Alors malheureusement, c'est une des rares questions à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Il faudrait que l'IRM puisse prendre la parole. Alors, si on revient sur le slide, est-ce que c'est pas lié à ceux qui sont membres? C'est ça, c'est les membres des actuaires, de l'Institut des actuaires. Voilà. Adhérents à l'Institut des actuaires, à ce moment-là, les personnes bénéficient du tarif privilège, puisque effectivement, nous d'ailleurs, dans cette année, on avait quelques actuaires dans la promotion, des gens qui n'avaient pas vocation tous aller à la conformité, mais en tout cas, ils avaient compris que c'était une fonction clé, donc ils devaient maîtriser les différents rouages. Voilà, ça reste un tarif quand même au regard du nombre d'intervenants et de la durée qui me semble assez raisonnable. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à revenir vers nous auprès de l'IRM avec les contacts que vous avez là à l'écran ou si vous le souhaitez aussi auprès de moi, bien entendu, je serai ravi de répondre à vos questions. Si l'IRM n'a rien à ajouter, je vous propose qu'on close cette session. C'est OK pour vous, Olivier? Ah oui, alors on me dit d'ajouter pour le tarif privilège, là, je vois que c'est adhérent à l'Institut des actuaires, mais aussi si on appartient à une entreprise qui est adhérente à la ROAM. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est une formation qui est ouverte à tous, hein. Quand je vous disais au début, j'ai un petit peu parlé. Voilà, donc il faut être un professionnel de l'assurance. C'est bien quand même d'avoir un petit peu de bouteille, ça on est d'accord, mais pas forcément au sein de la conformité. Hein, si on connaît bien les processus métiers, d'ailleurs ça peut même être une force
comment on peut être déjà un spécialiste de la conformité, et on en a eu cette année, et trouver tout à fait un intérêt à travers la variété des témoignages des différentes personnes qui animent les cours. Donc je vous remercie pour votre participation. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous souhaite une excellente journée. Je souhaite également de bien vous porter. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.